Il se trouve que j'ai lu et les Confessions et les Mémoires d'outre-tombe il y a longtemps, et j'avais fait le même constat à la lecture des deux textes, c'est-à-dire que ce sont les deux textes que l'on retient de Rousseau et de Chateaubriand, alors qu'en fait, ce sont normalement des textes périphériques, puisque ce sont des textes qui arrivent après toute une œuvre littéraire déjà reconnue. J'en étais arrivé à formuler ce théorème que l'œuvre est le commentaire de l'œuvre. C'est-à-dire les Confessions racontent comment Rousseau a écrit et d'abord a été amené à faire son texte pour l'Académie de Dijon, et puis ce qu'il a entraîné après à faire à écrire l'Émile, enfin tous les textes que l'on connaît, qui était presque une œuvre jetable pour justifier l'œuvre pérenne qui allait devenir les Confessions. Et ça se reproduit de la même façon pour Chateaubriand. Quand ils entreprennent leur mémoire littéraire, ils savent qu'ils ont traversé une période de bouleversement. C'est une vie incroyable pendant laquelle il va rencontrer Diderot, d'Alembert, Yulm, enfin c'est extraordinaire. Il sait bien, il a bien senti que le vieux monde est en train de basculer là, avec ce qu'on va appeler, nous, aujourd'hui, l'esprit des Lumières. De la même façon, Chateaubriand, qui accompagne la Révolution, l'Empire, la Restauration et la chute de la monarchie, il sait aussi qu'il a été témoin de quelque chose et que son œuvre aussi littéraire a été marquée par tous ces événements. Et lui, il a ce sentiment qu'il n'en a pas terminé avec son œuvre, qu'il a à la commenter, et la commentant, il va commenter évidemment toute cette période qu'il a traversée. J'ai une œuvre derrière moi, dont j'espère quand même qu'elle résistera, mais qui me sert de point d'appui pour raconter ce parcours, cette vie poétique, ce choix du roman, alors que lorsque je me propose de devenir écrivain, que j'ai 20 ans, on m'annonce très officiellement que le roman est mort, parce qu'on est au début des années 70, et il y a le structuralisme tel quel, tout ça qui sont passés par là, qui ont fait d'une certaine manière des ravages. Il y a ce qui est mis en avant, c'est l'aventure de la phrase. Et ce qui est honni, c'est le roman comme genre bourgeois, avec évidemment son bras armé qui est le roman réaliste, et avec ce qui est au cœur du roman réaliste, à savoir le récit, les personnages, les héros, et les émotions, enfin tous les fondamentaux du roman réaliste. Et tout ça, on nous explique que c'est de l'art bourgeois, que c'est de l'art dégénéré, et qu'il n'y a qu'une seule aventure qui compte, c'est l'aventure de la phrase, l'aventure du texte, et l'expérimentation littéraire, l'expérimentation poétique. Du coup, en vaillant petit soldat, je m'embarque dans cette aventure-là. Et pendant des années, j'ai écrit des textes comme ça, qui sur rien, qui avaient une peur panique du réel. Et vous savez, le réel, on appelait ça le référentiel, et c'était quelque chose qu'il fallait tenir à distance, puisque dès que vous rameniez du réel, vous tombiez dans le roman réaliste, et donc dans le roman bourgeois, et donc vous étiez une figure de la réaction. On voyait bien que ces expérimentations étaient là aussi à bout de souffle, et évidemment, ça donne quand même globalement des livres illisibles, et dans lesquels on ne peut pas se retrouver. Il se trouve que la littérature a été confrontée pendant tout le XXe siècle à la modernité artistique. Il commence le peintre et l'écrivain commencent ensemble, là, vous voyez, avec Apollinaire et Braque, et Delaunay, Picasso, etc., tout ce mouvement. Et puis, la peinture passe à l'abstraction, et puis elle va se passer après de la toile, des couleurs, et puis très vite après la guerre, on se retrouve avec Beuys avec un tas de sable, avec une pelle. Quand Beuys fait ça, c'est qu'il a de vraies raisons. C'est-à-dire que l'effondrement de tout le système occidental après la Seconde Guerre mondiale, eh bien, c'est un enterrement de première classe. C'est-à-dire, c'est vraiment la pelle et le tas de sable, c'est les instruments du fossoyeur. Et ce que j'ai découvert, et ce que je raconterai bien plus tard, mais ce qui justifie cette entreprise de la vie poétique, donc, qui se veut une autobiographie littéraire, c'est que la mort du roman a été un masquant pour la mort de la France.
quand on annonce la mort du roman, c'est qu'il n'y a plus d'histoire à raconter. Quand il n'y a plus d'histoire à raconter, c'est qu'on est mort. Et en fait, il y aurait eu aussi une histoire à raconter. C'était ce qui s'est passé après 40, c'est-à-dire la collaboration. Mais là, c'était impossible à raconter, cette participation de l'État français à la solution finale. À mesure qu'on apprenait la vérité sur ce qui s'était passé dans ce pays, eh bien, on voyait le retour en grâce du roman. On pouvait à nouveau raconter des histoires. Et c'est des dates qui sont assez précises parce que donc j'étais aux éditions de Minuit avec un éditeur qui s'appelait Jérôme Lindon et qui m'avait dit que pendant 20 ans, il n'avait pratiquement pas trouvé d'auteur. Alors il avait publié la première vague du nouveau roman avec bien sûr Beckett et puis Claude Simon, Rebriet, etc. Et qu'après, il me citait deux noms comme ça, Tony Duvert et Monique Wittig, en haussant un peu les épaules par défaut, parce qu'il fallait bien publier quelque chose. Et qu'il avait vu ce retour en grâce du roman quand il avait reçu le Meridian Greenwich d'Echenoz en 78. Ce que je raconte dans ce livre, c'est comment, alors que on avait été éduqués dans des collèges souvent religieux pour ce qui est de la Bretagne, comment d'un coup on était obligé à faire exactement le contraire de ce qu'on nous avait enseigné. Là où on mettait en avant, évidemment, le couple, la famille, le couple monoparental avec enfin, pas monoparental, la structure père-mère avec les enfants, etc. Et là, l'éclatement, donc l'amour libre, à plusieurs et tout. Encore une fois, ça a été un renversement systématique avec des expériences qui ont été vécues par certains, le retour à la nature. Là où on avait été élevé dans le culte du travail, c'était l'éloge de ne rien faire, ne travailler jamais, disaient les situationnistes. Il y a quand même une radio, enfin des radios aujourd'hui qui sont encore à mettre en avant cette idée d'irrespect avec ces types-là qui font, je ne sais pas qui, la radio, qui font rire Guyon ou je ne sais pas quoi, là, vous savez. On met en avant l'irrespect, ça vient de là, parce qu'on avait été formé avec cette idée que le respect était une valeur évidemment dominante. Lorsqu'on vous dit « soyez libre », c'est aussi compliqué que « soyez contraint ». Hein. Et quand vous passez d'une contrainte, accéder à la liberté libre, comme dit Rimbaud, ce n'est pas une mince affaire. Soudain, évidemment, après ces 10 années-là, comme ça, d'explosion libertaire, eh bien, on a eu droit au retour de Thatcher et de Reagan, et avec à nouveau l'ordre bourgeois et ce retour aux valeurs qui nous amène les Tea Party maintenant aux États-Unis, d'où est parti ce mouvement quand même de libération sexuelle, etc. Donc, et tous ces jeunes gens, car c'était des jeunes gens qui ont expérimenté ça, certains de manière un peu sauvage, mais ça a été aussi une contestation d'un système qui était non seulement un système d'exploitation de l'homme par l'homme, mais qui était aussi un système d'exploitation de la planète par l'homme. Encore une fois, si on est passé d'un extrême à l'autre, c'est parce que l'extrême était déjà là. Mon premier manuscrit, qui avait intéressé plusieurs éditeurs, j'avais terminé en 81, 82, et puis il avait même intéressé un éditeur. Le Seuil m'avait demandé de le diminuer, PEL aussi, enfin bref, pour en finir, ça n'avait pas marché, et puis il y en avait un qui l'avait accepté, c'était De Noël. Et j'avais refusé, parce que je ne me sentais pas prêt à le défendre. Vous voyez, j'aurais passé mon temps à m'excuser de l'avoir écrit, ce qui n'est pas la bonne méthode. C'était une expérimentation littéraire, mais qui contenait ces expériences récentes que j'avais racontées. Et je le gardais pour ça, c'est avec cette idée qu'un jour, il serait ma banque de données. Et quand je voulais donc évidemment raconter cette expérience du petit boulot, et notamment ce qui avait été pour moi le plus traumatisant, c'est-à-dire l'encyclopédie médicale au porte-à-porte, je l'ai repris, ce que je n'avais pas fait depuis 30 ans, pour voir ce que j'avais raconté. Et ce que j'ai trouvé, c'est que j'avais pratiquement oublié tout ce que j'avais consigné. Et quand même, la bonne surprise pour moi en le relisant, alors que je tremblais quand même à l'idée de voir ce que j'avais pu écrire, c'est que les textes tenaient bien le coup, puisque je ne les ai quasiment pas réécrits. Et ce qui était une forme de consolation, parce que toutes ces
tout ce travail que j'avais fait n'était quand même pas complètement perdu puisque je pouvais en recycler une partie. Par exemple, là, à l'occasion de la 2 chevaux, on m'avait gratifié d'une mémoire formidable pour mes premiers livres. Alors qu'elle n'est pas si formidable que ça, elle est très commune. Et simplement, si j'avais été capable de décrire aussi bien la 2 chevaux, c'est que j'avais eu une amie, mais bien plus tard, qui avait une 2 chevaux, ce que je raconte là. Et donc j'avais vraiment pratiqué la 2 chevaux avec cette amie, avec cette compagne, au lieu que la 2 chevaux de mon grand-père que je raconte dans les Champs d'honneur, je n'ai même pas le souvenir d'y avoir mis les pieds. Voyez. Mais quand je disais ça à l'époque, au moment des Champs d'honneur, c'était presque remboursé, quoi. J'avais déjà dit ça dans un autre livre, mais par exemple la pluie, les pages sur la pluie, c'est en lisant les textes japonais que j'avais pensé à écrire sur la pluie. Ce que je vous ai expliqué au début, c'est que je viens de cette période où on disait que un texte renvoyait toujours à d'autres textes, c'est-à-dire l'intertextualité, mais au moins j'ai été nourri de ça, et ce dont je profite aujourd'hui en étant capable de jouer comme ça avec ce palimpseste de textes. J'ai écrit sur la Première Guerre mondiale, mais je ne suis pas le dernier des poilus. Mon père a été résistant pendant la Seconde Guerre mondiale, mais voilà, moi j'arrive après. Et en revanche, ce que j'ai vu, et ce dont j'ai été témoin, ça a été la fin d'un monde ancien. J'ai vu la fin de la société rurale dans les campagnes, là, puisque avec l'éruption de la mécanisation agricole et tout. Et j'ai vu aussi ce basculement d'un système de valeurs qui se situe justement autour de 68 et des années qui ont suivi, et ce que je raconte dans ce livre. J'ai frôlé tout ça, j'ai été témoin de tout ça. C'était assez à la fois fascinant et on voyait bien quand même aussi espèce d'imposture derrière tout ça. C'est-à-dire que il y avait peu de chances que ça aille bien loin quand même. Et donc vous sentez bien qu'il se passe des choses, mais c'est avec le recul que vous pouvez analyser et voir ce qui s'est vraiment joué, quoi. En tout cas, merci beaucoup Jean Roux d'être venu à Brest. C'est moi qui vous remercie à tous. Et merci également si vous... Oui.